Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. Bienvenue sur Exchange, le podcast de CFA Society France où j'explore les parcours inspirants de CFA Charterholders. Je suis Myriam Ferrand et aujourd'hui j'ai l'opportunité d'accueillir Joëlle Arbre, directrice de la gestion obligataire chez Amplegest. Merci Joëlle d'avoir accepté notre invitation à cette conversation. Merci Myriam, c'est un grand plaisir d'être ici. Alors je vais te poser des questions avant ton parcours professionnel. Quel ado étais-tu ? Que faisais-tu ? Où étais-tu ? Alors, adolescente, j'étais une enfant modèle, sage, studieuse, première de classe, perfectionniste, avec une vision idéaliste du monde. Alors, je sortais d'une enfance marquée par la guerre, avec l'espoir d'un avenir meilleur. Alors, nous allons après regarder un peu plus de ton parcours. Tu as fait des études à Assas, à l'ECP, puis HEC. Tu as rejoint Octo-AM après avoir fait un passage à Dubaï. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'investissement ? Qu'est-ce qui a motivé tes changements ? Comment es-tu passé de ton premier poste chez Candriam vers New Edge, puis Octo-AM ? Alors, de nature, je suis quelqu'un de très cartésien, très rationnel, passionné par les mathématiques. J'ai clairement été très attirée par l'univers de l'investissement, qui est un univers très riche, très complexe, avec beaucoup de passion, parce que j'ai toujours été assez fascinée par l'impact qu'ont les décisions d'investissement sur la richesse des entreprises et sur l'économie. C'est un monde qui évolue au gré des actualités macroéconomiques, géopolitiques, sociales. Et clairement, mon but a été de choisir un métier qui ait un impact sur l'économie. Donc j'ai fait des études de droit, j'ai rejoint une école de commerce pour pouvoir justement donner un prisme 360 avec un impact réel et concret sur l'économie. Et suite à ça, j'ai fait un stage chez Dexia M qui s'est vite transformé en un poste de gérant obligataire. Et là, j'ai plongé dans l'univers passionnant des courbes de taux, des spreads de crédit, des analyses financières et des résultats des banques centrales. Donc ça a été un passage assez marquant, assez intéressant et intellectuellement très challenging. Après ça, j'ai eu l'opportunité de changer de pays, de changer de métier, de changer de marché. Et donc j'ai saisi cette opportunité de partir à Dubaï pour là aller plus sur le terrain à la rencontre des investisseurs. Donc j'ai rencontré des fonds souverains, des banques privées régionales, des family office et clairement ça m'a donné un autre prisme. En fait l'idée était d'être en contact avec l'investisseur et les questionnements d'un investisseur à travers finalement un passé de gérant obligataire. Et donc mon retour en France s'est fait plus dans le cadre d'une construction familiale, personnelle. Donc j'étais enceinte de mon premier enfant et je voulais fonder ma famille en France. Très bien. Et quelles ont été ces difficultés ? Est-ce que tu as eu des difficultés dans ce premier passage ? Quelles étaient ces difficultés ? Comment tu les as surmontées ? Alors, les difficultés que j'ai eues dans cette première partie de ma carrière, je dirais j'en ai eu plus des défis que des difficultés. Le premier était clairement la crise financière de 2008 qui m'a fait réaliser qu'en fait, finalement, le rationnel a ses limites. Même si on adopte des processus de gestion qui sont bien clairs, bien rodés, on se rend compte que finalement, on vit dans un environnement imprévisible. Et parfois, on a du mal à suivre, donc il faut rester agile, rester flexible. Et surtout, le vrai défi a été de se rendre compte qu'on perdait le sens de notre mission, de financer l'économie réelle. Donc il fallait rebondir. Et là, ça a été le deuxième défi, qui est de ne pas perdre confiance en soi, de se réinventer, de créer finalement un autre sens, un sens plus réel à son métier. D'où ma transition finalement à Dubaï, qui a suivi finalement la crise financière. Et mon troisième défi, là, c'était plus un défi personnel, je dirais, qui est d'obtenir ma certification CFA. Exactement. Donc en 2004, tu décides de Oui. prendre le chemin du CFA de Charterholder.
Hier, quand même, j'ai vu une petite vidéo d'une personne qui a commencé la certification à 24 ans, qui l'a fini à 32 ans. Donc, il y a ceux qui le font en 2 ans et il y a ceux qui le font en 6 ans pour montrer un peu la difficulté du sujet. Pourquoi s'y est fait? Alors, après 10 ans de carrière, je me suis rendu compte, en fait, c'est plus animé par ce besoin de toujours apprendre, de toujours grandir, de toujours évoluer. Et donc, je me suis posé la vraie question qui est de faire une formation professionnelle. Le débat était CFA ou MBA. Oui. Et clairement, l'objectif était d'obtenir finalement un capital académique, un capital technique, mais aussi grandir personnellement et donc acquérir aussi évoluer personnellement. Le choix s'est très vite imposé que le CFA avait plus de sens vu ma carrière, vu mon parcours et vu mes ambitions de carrière. Donc le but était d'abord d'acquérir tout le bagage académique qu'apporte le CFA et aussi d'intégrer un cercle de finalement charter holder qui est international, qui est reconnu mondialement avec une reconnaissance quand même qui est assez marquée et avec une renommée qui a son poids et qui est totalement justifiée. Et est-ce que tu as vu un impact sur ta carrière? Est-ce que tu as trouvé que voilà, cette certification que tu as très bien résumée et dont le rationnel est là, est-ce que tu as vu un impact positif pour toi dans ta carrière? Alors, la certification en soi, elle apporte déjà un bagage académique incroyable. C'est un spectre 360 avec un apport finalement qui est très technique, très pointu et très large. D'un autre côté, je dirais que personnellement, ça m'a beaucoup grandi parce que je considère que c'est une épreuve personnelle d'endurance, de résilience. Pour moi, passer le CFA, tu l'as fait aussi, Myriam, c'est comme finalement, c'est comme courir un marathon. Ça permet justement de dire qu'il faut courir tous les jours, s'entraîner tous les jours pour y arriver. Donc, ça montre finalement des compétences, en fait, une force mentale qui est incroyable. Et donc, pour tous ceux qui ont obtenu finalement le charter, c'est comme ceux qui ont finalement passé la ligne d'arrivée du marathon. Donc, c'est clairement c'est une reconnaissance, en tout cas, de compétences humaines et mentales assez fortes. Et pour finir, le grand changement, je dirais, ça a été d'intégrer justement ce cercle et ces rencontres que j'ai eues de personnes brillantes, passionnées, animées d'une éthique finalement avec des valeurs très, très fortes et où l'exigence finalement va de pair avec l'ouverture d'esprit et la solidarité. Et c'est clairement des valeurs qui sont très fortes et auxquelles j'attache beaucoup d'importance. Alors justement, en 2012, nous sommes rencontrés particulièrement au board de CFA Society France. On a fait des belles rencontres, on a fait aussi des jolis voyages. Est-ce que tu pourrais nous partager avec nous ta rencontre des CFA charterholders de la communauté, mais aussi ton impact au sein du board, ta contribution à cette communauté? Alors, j'ai commencé je me suis portée volontaire à CFA France en tant que volontaire, tout simplement, juste après l'obtention de mon charter. Je cochais les cases de l'entrée des événements, enfin des personnes qui arrivaient aux événements. C'est vrai. Très progressivement, assez rapidement, j'ai pris la charge du comité volontaire. Et donc, j'animais les événements et je pilotais finalement cette communauté de volontaires qui voulaient s'impliquer dans l'association. Dans un deuxième temps, j'ai pris la charge du comité de membres. Et là, c'était à un autre niveau de créer en fait finalement de créer ce sentiment d'appartenance à cette communauté et d'animer la communauté des membres. Et ensuite, on s'est rencontrés finalement au board. Et clairement, mon accession au board a été une étape de plus, une étape très inspirante, très enrichissante, même du point de vue humain, mais aussi du point de vue de mes compétences. J'ai appris beaucoup. On a travaillé sur des sujets très complexes et clairement, j'ai vu comment fonctionne finalement un board et comment les conflits, les blocages peuvent être dénoués. Donc, ça a été une expérience assez enrichissante. À côté de ça, j'étais mentor au sein du mentoring programme, juge du Research Challenge. Et en fait, pour finir et résumer, c'est vrai que mon passage au board a été le plus marquant parce que j'ai beaucoup grandi, mais aussi je pense qu'avec tout le travail qu'on a fait de professionnalisation de l'association, j'ai pu avoir un impact durable. Absolument, c'est vrai. Donc maintenant, l'association est professionnalisée, ça tombe plutôt Quand on bien. voit le résultat aujourd'hui, on est plutôt content. Alors après, on va se retrouver en 2015.
Tu rejoins Octo-AM et j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a plu dans le projet d'Octo-AM, qui était une société de gestion qui devait probablement débuter à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors, OctoAM a été pour moi l'opportunité d'endosser un rôle plus large et plus polyvalent. J'ai été embauchée, donc c'est une société de gestion qui était en devenir, toute jeune, en croissance, et mon rôle a été d'abord de rejoindre en tant que gérante obligataire, mais aussi d'avoir un prisme plus large de développement de la société de gestion à tous les niveaux, que ce soit commercial, produit, organisationnel, structurel. Et donc c'est un défi qui était assez important, que j'ai accepté d'endosser finalement en fait, toujours drivé par cette volonté de prendre de nouveaux challenges, du changement et de grandir. Et finalement, ça m'a permis justement d'apprendre, de me découvrir, parce que j'ai découvert que j'avais des compétences en tant que gérante, mais aussi des compétences aussi humaines, commerciales, qui étaient aussi assez importantes et qui ont pu justement apporter. Donc j'ai pu apporter mon expérience, mais aussi profiter justement de ce projet entrepreneurial qui était passionnant. Pour grandir. Pour grandir, pour grandir, toujours. Grandir et faire grandir la société. Très bien. Aujourd'hui, tu fais partie du cercle des Women in Finance. Donc, CFA Institute a lancé il y a déjà plusieurs années des études sur le gender gap au sein de l'investissement. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ta participation au Women in Finance, ta vision de ce gender gap dans l'industrie? Quels sont les objectifs peut-être spécifiques que tu as pu avoir, ou pas hein, d'ailleurs, lors de ta carrière, dans ta carrière de femme? Alors effectivement, je fais partie de la cohorte CFA France pour Women in Finance cette année et j'en suis très fière. On travaille et on met en œuvre justement tout un travail sur la réduction du gender gap, notamment dans notre industrie. Si on regarde, on voit que le chemin est encore long et plutôt sinueux. Certainement dû à un passif, mais quand on regarde l'avenir, on se rend compte que finalement l'engagement des femmes dans le métier de l'investissement reste très incertain, peut-être par manque de conviction, par manque de confiance ou par manque de passion. Notre rôle aujourd'hui est de créer un environnement où les filles de demain pourront se sentir légitimes et pourront accéder à des rôles dans l'investissement ou dans tous les métiers de la finance sans devoir se battre pour avoir leur place. C'est sûr que les femmes ont de l'intuition, ont de l'audace qu'elles peuvent apporter dans ce métier. Alors moi, pour ma part, j'ai eu une éducation où finalement j'ai pu m'épanouir entièrement en tant qu'individu. Et clairement, mon éducation et les valeurs qui m'ont été transmises m'ont permis de finalement m'adapter à tous les changements, à toutes les éventualités, à tous les environnements, même masculins. Donc je n'ai pas eu de difficultés majeures à faire ma place, mais clairement, mon rôle aujourd'hui est de faire ce travail pour que les autres n'aient pas à le faire. Très bien, merci beaucoup pour ça. Un jour, j'ai lu les 10 meilleures gérantes du mois d'août avec Joël Hart dans le top 10 de CityWire. Je pense que tu as eu aussi d'autres prix. Ça fait quoi d'avoir son nom comme ça dans les news et ça fait quoi de recevoir du coup, pour le coup un feedback extérieur? Alors honnêtement, voir mon nom, en tout cas dans le classement, a été une grande surprise. Mais c'est surtout la confirmation que finalement le travail, la persévérance, la constance, la rigueur payent. Alors mon objectif n'est pas de rentrer dans des classements ou de gagner des prix, même si ça fait toujours plaisir, évidemment. Ça permet aussi de faire, enfin c'est plutôt une reconnaissance du travail bien fait. Donc clairement, ce type de reconnaissance vient ponctuer et reconnaît finalement un travail de fond, structuré, exigeant. Et clairement, si ça peut encourager d'autres femmes à faire ce métier, j'en suis ravie. Parfait. Non, c'est très bien. Passons actuellement à ton rôle actuel. Donc, le 4 juin 2025, un autre communiqué de presse qui indique en peu de gestes, Joël Hart succède à Mathieu Bailly. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce nouveau rôle, sur cette transition?
Alors, une nouvelle transition, tout à fait, à la suite de la fusion récente entre Amplogest et Octoem et le départ du fondateur d'Octoem, il m'a été proposé de prendre le poste de directrice de la gestion obligataire, d'embarquer finalement dans le nouveau chapitre, le nouveau projet post-fusion et d'accompagner le développement. Donc, c'est un rôle que j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un nouveau chapitre, donc s'adapter et être agile dans des périodes de changement avec de nouvelles perspectives et clairement, j'ai beaucoup confiance en tout cas et espoir en tout cas que ça permettra d'apporter une nouvelle dynamique. Mon rôle aujourd'hui est de redynamiser, de consolider les acquis et de déployer finalement une trajectoire de croissance pour l'avenir. Très beau, très bien, bonne chance. Merci. Y a-t-il un projet ou un accomplissement dont tu es le plus fier sur ces dernières années? Alors oui, en fait, c'est un projet que je déploie depuis quelques années et que je continue à faire et qui me tient très à cœur. C'est finalement mon rôle de mentor. Que j'ai démarré finalement au sein de CFA France en tant que mentor dans le cadre du mentoring programme, mais que je continue avec des amis, avec des personnes de mon entourage, de mon cercle finalement d'amis aussi. Et clairement, je crois fortement au pouvoir de la transmission et la solidarité entre les femmes. Et les partages que j'ai de moments, de connaissances, d'expériences, de peurs, d'angoisse et d'erreurs avec mes mentees, entre guillemets, m'apportent finalement beaucoup, me permettent finalement d'avoir un impact et d'apporter réconfort, mais aussi un regard bienveillant, des conseils qui ne sont pas de juger les personnes pour les choix qu'ils font, mais au contraire de les respecter et de les élever. Et ce rôle, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire parce que ça apporte finalement beaucoup de reconnaissance et ces moments partagés sont uniques. C'est vrai, alors j'étais aussi mentor et mentee et je pense que les programmes de mentoring sont très intéressants. Du coup, j'en profite pour faire appel au CFA Charter Holder de faire partie du programme de mentoring de CFA Society France qui est un beau programme. Est-ce que tu as un parcours hyper cohérent, endurant, donc tu parlais de marathon tout à l'heure. Y a-t-il des moments où tu t'es sentie mise à l'épreuve et qui, avec le recul, ont été un tournant particulier dans ton parcours? Alors, je n'ai pas eu un moment particulier où j'ai senti que j'étais mise à l'épreuve, mais j'ai, je dirais, euh, tous les moments finalement, la vie nous met tous les jours à l'épreuve et notre force est juste d'en tirer des leçons pour se renforcer, pour grandir et pour avancer. Et en fait, je dirais qu'il y a deux sujets qui me mettent à l'épreuve tous les jours. Le premier serait la guerre que j'ai vécue quand j'étais enfant. Et en fait, même si j'étais jeune, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir sur moi et finalement que c'est finalement un événement qui m'a marqué profondément, qui a marqué mes choix, qui a marqué mes décisions de vie. Je vis avec. J'essaye d'en tirer finalement le bon côté parce que ça me met en perspective de beaucoup de choses, ça relativise beaucoup, mais c'est sûr que ça fait partie de moi et je vois que c'est quelque chose qui finalement m'entraîne tous les jours dans la vie, dans des épreuves. L'autre événement est plus en fait un élément que je trouve qui parle à beaucoup, c'est plus l'univers finalement de l'entreprise qui est très compétitif. Certes, il permet de grandir, il permet de croître, il permet de se renforcer, d'apprendre, mais aussi c'est un univers qui peut être très dur, qui peut être toxique, qui peut être aussi où on se sent seul ou bien on se sent aussi pas soutenu. Donc la bienveillance dans les entreprises, c'est par moment, ça dépend des contextes et des milieux. Donc ce que ça m'a permis, c'est de savoir faire les bons choix et finalement faire confiance à mon intuition dans mes choix de carrière pour savoir où je veux aller, avec qui je veux travailler, parce que finalement c'est aussi un endroit où on a besoin de s'épanouir. Très vrai. Comment parviens-tu à renouveler ton énergie? Parce qu'il en faut, hein, Ah, il en faut. chaque jour, faut être dans ce mouvement permanent. Ouais. Comment te renouvelles-tu? Alors, simplement, je dirais, d'abord par ma famille, mes enfants, mon mari, ma sœur, qui sont ma boussole. Ils me permettent de garder le cap, de savoir prendre de la hauteur et de ne pas me laisser envahir par les événements. C'est beaucoup de réconfort, beaucoup d'amour. Et ensuite, le sport. Alors le sport par cycle de passion, je suis passée du tennis à la natation, plus récemment la boxe. Et c'est vrai que ça me vide la tête, ça me redonne ça fait la place vraiment à l'énergie positive et ça permet de faire le vide.
Et alors, si tu regardes en arrière, si tu pouvais parler à la Joëlle de 25 ans, tu lui dirais quoi? Alors, vis ta vie avec beaucoup d'audace. Donc, n'aie pas peur de te tromper. Tu feras des choix. Certains sont bons, d'autres moins bons, mais c'est pas grave. Chacun te permettra de te découvrir et mettra en valeur un nouvel aspect de toi. Et l'autre élément, c'est suis ton intuition. Elle ne te trompera jamais. Très bien. Je vais suivre. Donc, on va regarder un peu plus le futur. Donc, quels sont tes projets pour un peu geste et la gestion obligataire? Alors ma priorité aujourd'hui est de démarrer donc un nouveau chapitre, c'est de prendre pleinement mes marques dans ce nouveau rôle, de comprendre les enjeux, de créer une dynamique positive avec les équipes, de consolider sur les acquis et de créer cette trajectoire positive. Après, deuxième étape serait éventuellement une évolution, donc évoluer dans des rôles plus polyvalents, plus transversaux, et surtout, dernièrement, mais très vite, rester donc fidèle à mes valeurs et surtout intégrer la diversité, l'inclusion, des sujets qui sont très importants et qui me tiennent à cœur dans cette dynamique et dans ce nouveau chapitre. Qu'as-tu appris du leadership dans ce milieu très compétitif? Alors le leadership, grand sujet, très vaste. Alors pour moi, un leader, c'est d'abord une personne qui a une vision, qui sait où elle va et qui sait où elle veut aller, mais qui est suffisamment agile pour s'adapter aux réalités du monde. Il faut se dire qu'une vision à long terme, c'est important, mais il faut rester connecté avec les difficultés, les obstacles. Donc il faut évoluer et se réinventer en permanence pour garder le cap. Un leader, c'est aussi finalement une inspiration, mais cette inspiration, c'est pas sur un titre ou sur un rôle dans un organigramme, c'est par l'exemple, c'est par ce qu'elle insuffle à ses équipes. Donc c'est vraiment cette énergie positive de donner à chacun sa place, de se sentir valorisé, de se sentir légitime, de reconnaître les échecs, mais aussi les réussites, et de créer finalement un engouement, un sentiment d'appartenance à une équipe qui veut gagner. Et pour finir, un leader, toujours dans le sujet qui me tient à cœur, qui est l'inclusion, c'est quelqu'un qui sait aussi chercher de la richesse dans l'inclusion, dans la diversité des parcours, des cultures, même des aspirations. Cette richesse est source de valeur et source finalement aux personnes et aux entreprises. Donc, aller chercher, ne pas avoir peur de diversifier au maximum les profils des équipes pour créer un dynamisme et finalement une équipe qui veut gagner et évoluer avec toutes les différences qu'elle a. Dans la gestion de portefeuille, quelles leçons t'as marqué et quelle vision un peu tu as pour cette industrie? Alors, dans la gestion de portefeuille, j'ai appris au fil de temps que finalement, c'est la consistance, la discipline, la rigueur et la clarté dans le processus qui donnent le cap. Donc, on parlait de leader tout à l'heure, donc c'est d'avoir quand même un cap dans des moments chaotiques, de marché très volatile. L'intuition peut aider, le sentiment peut prendre le dessus, mais finalement, avoir ce cap et avoir un processus permet au moins de garder les idées claires. Ensuite, il faut rester fidèle à ses convictions, certainement, mais aussi rester fidèle, ce n'est pas s'enfermer, c'est rester à l'écoute, rester ouvert au flux d'informations, aux éléments qui peuvent arriver et donc être agile pour pouvoir prendre des décisions assez rapidement sans s'enfermer et se braquer. Enfin, je suis persuadée qu'avec tous les outils actuels, on vit dans un monde où il y a de la disruption avec l'intelligence artificielle, on se doit d'être encore plus exigeant envers soi-même. Notamment dans un métier comme gérant. Il faut encadrer, questionner. Le fait qu'on ait un développement du progrès n'engage pas finalement ou finalement ne remplace pas le discernement humain. Il faut rester alerte et savoir s'adapter, mettre les process à jour, mais se dire quand même qu'on se doit de rester exigeant envers soi-même. Et tu parlais de l'IA, est-ce que c'est quelque chose que tu explores, que tu utilises? Alors oui, et je pense qu'il faut de toute façon s'adapter. On parlait d'agilité tout à l'heure, donc il faut l'utiliser, le mettre à profit, mais l'encadrer. Donc clairement, se dire que ce sera un outil complémentaire dans la gestion de l'avenir, mais il faudra l'encadrer et être surtout très vigilant et ne pas perdre finalement l'importance du discernement humain. Alors, je vais te remercier pour tout ça, pour
ton partage, très inspirant. J'ai appris, j'ai noté mentalement moi-même des directions qui m'intéressent beaucoup. Avant de conclure, as-tu un livre, une publication ou un podcast à recommander? Je suis adepte du livre que j'ai découvert récemment lors d'un atelier Women in Finance, qui est le livre de Simon Sinek, Leaders Eat Last. C'est un livre qui est basé sur le leadership authentique. Et qui est basé sur des principes biologiques et sociologiques, qui considèrent que finalement, il ne faut pas se coller à des profils de leaders masculins traditionnels, mais de créer finalement sa propre image de leader en se basant sur de l'empathie, sur de la collaboration avec les équipes. Et c'est un livre qui me parle beaucoup en tant que femme, parce que il est pertinent pour les femmes cadres, parce qu'il permet justement de mettre l'empathie et l'audace comme éléments fondateurs du profil de leader. Et c'est un livre que je recommande. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai retenu empathie, audace et intuition comme étant quand même 3 ingrédients de ton leadership. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange et merci à tous nos auditeurs et nos auditrices. N'oubliez pas de suivre et de vous abonner sur les plateformes de podcast et je vous dis à bientôt. Merci Joëlle. Merci Myriam. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.